Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuelle Audru, fondatrice de Spin Dynamique et thérapeute en réalignement vertébral. J'avoue, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de vous retrouver désormais 2 samedis par mois pour la chronique de Spin Dynamique, le nouveau rendez-vous acoustique avec votre dos. Savez-vous qu'il règne encore aujourd'hui une méconnaissance générale à propos de la colonne vertébrale et surtout de l'étendue de son territoire d'action ? Et si notre dos était la source d'une majorité de maux ? Et si notre dos était l'instrument clé à la confluence du physiologique et de l'émotionnel ? Mon défi derrière ce micro sera de vous révéler les pouvoirs extraordinaires de votre dos en passant par des conseils pertinents pour répondre à tous ces besoins primordiaux. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce dragon sacré qui sommeille en vous et se nomme colonne vertébrale, ouvrez grand vos oreilles, ce podcast va chambouler votre vision sur vos vertèbres et votre conception du corps. Bonne écoute! Bonjour chers amis auditeurs, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour débuter ensemble cette conviviale randonnée à l'assaut du relief vertébral. Et pour échauffer les premières foulées de cet épisode, je vous propose de découvrir les principaux fardeaux de notre dos. La colonne vertébrale est une régisseuse de vie, un véritable vaisseau pour voyager dans le temps et remonter dans notre passé. Nos dos portent, au sens pluriel du terme, encaissent, résistent, mais ce ne sont pas nos ânes porteurs, et nous l'oublions trop souvent. Nos dos sont de plus en plus écroués sous le poids de nos vies. Je le constate tous les jours. Lors de mon récent et magnifique voyage au Pérou, j'ai observé les habitants des campagnes, des îles, mais aussi les vendeurs à la sauvette des villes, évoluer au quotidien, le dos plié sous le poids écrasant de leurs différentes charges. Enfants en bas âge, articles de vente, récolte de pommes de terre, autant de baluchons volumineux enroulés dans de grandes nappes colorées et attachés autour du cou. Cette tradition, qui semble d'un autre âge, est pourtant très répandue. Et ces fardeaux du quotidien laissent présager une détérioration précoce des colonnes de ces personnes. Ce qui peut toutefois amoindrir ces effets délétères dans leur cas, c'est leur cadre naturel, le grand air, la nourriture saine des campagnes, l'exercice et l'éducation musculaire de base, certes beaucoup plus résistante que la nôtre, ainsi peut-être que leur petite taille. En tant qu'occidentaux, et à l'instar des Péruviens, nous portons aussi nos gros baluchons sur le dos. Ils sont certes moins visibles et colorés. La charge mentale remplace le sac de pommes de terre. J'ai d'ailleurs pour habitude en consultation de faire l'analogie entre ces rachis submergés que je qualifie de blocs dorsaux et un énorme sac à dos. Essayez d'imaginer que vous portez un sac à dos de 10 kg greffé sur vos dorsales que vous ne pourriez jamais ôter et qui continuerait de décharger son poids jusqu'à total épuisement. Et pire encore, dont le poids serait consciencieusement augmenté un peu plus chaque jour. Rien qu'à y penser, on a déjà mal au dos. Et pourtant, nombre d'entre nous portent et supportent ce sac au quotidien. On en a plein le dos. Cette vieille expression populaire, comme me le font souvent remarquer mes patients à juste titre, en est une très belle illustration, plus que jamais d'actualité. Les dos des jusqu'au-boutistes sont de vrais monolithes. Arrêtons de nous prendre pour Obélix, stoppons le port du menhir. Comme je le dis très souvent avec humour à mes patients, je n'ai pas le chaudron magique, mais simplement la clé du dynamique. Tout le fardeau du quotidien pèse sur notre colonne et retentit sur l'ensemble du corps. Nos dos parlent, ils racontent notre vécu et l'origine de nos maux. Ils expriment nos peurs, nos tourments, nos forces. Ils sont notre puits de vie. Pour les comprendre, il suffit de les observer et de leur donner la parole. Nous devons absolument restaurer le dialogue avec notre dos et notre corps en général. Devenu un véritable étranger pour nombre d'entre nous, comme je le disais précédemment. La culture du paradoxe nous conduit à vivre dans un monde de plus en plus connecté, où nous avons perdu la connexion primordiale avec notre corps, notre cerveau et
notre conscience. Nous ne délivrons pas, ne déchargeons pas au fur et à mesure ces dos en souffrance. Bien au contraire, nous avons pris pour habitude de bâillonner la douleur jusqu'au raz-de-marée de l'insupportable. On assomme le mal à coups répétés d'opiacés, de morphiniques, de benzodiazépines, et j'en passe. C'est ce que j'appelle le réflexe 100% déconnexion, 0% compréhension. Loin d'être un jugement, ce n'est malheureusement qu'une simple constatation. Tourner le dos à son propre dos, rester sourd aux tentatives d'échange de ce dernier, l'éviter, l'ignorer, voire même le mépriser, refuser les appels répétés de notre rachis, conduit à l'appel de détresse, au jour J où la douleur rugit. Nous laissons nos colonnes souffrir, s'alourdir, perdre de leur mobilité vitale, et ce dès le plus jeune âge. On attend qu'elles soient dégénératives pour daigner s'y intéresser. C'est le comble de l'aberration, et c'est ainsi que l'on produit une hécatombe d'inflammation. J'ai observé, depuis cette dernière décennie d'exercice, une nette répétition de plusieurs facteurs qui, selon mon postulat, semblent en première ligne de cause de la vague de dégradation massive de nos colonnes vertébrales. Voici la liste que je dresserai. Le premier principal facteur est sans aucun doute la tension musculaire réflexe. Le second facteur est la tension musculaire posturale ou d'effort. Le troisième, c'est le manque crucial de mobilité articulaire et d'étirement. Le quatrième facteur, c'est l'alimentation. Le cinquième, qui participe à amplifier les précédents, c'est la méconnaissance du bon fonctionnement de l'organisme, de la colonne vertébrale, ainsi que des gestes et pratiques essentiels. Et enfin, le sixième facteur, c'est la morphologie et la génétique. Revenons maintenant plus en détail sur chacun d'eux. Le premier, la tension musculaire réflexe. Qu'est-ce que la tension musculaire réflexe ? Un sujet très important sur lequel je ne manquerai pas de revenir dans un prochain épisode. Mais en attendant, je peux déjà vous dire que cette tension musculaire n'est pas consciente. Elle résulte toujours d'une charge mentale, de tourments ou de conflits émotionnels. En d'autres mots, elle découle de ce que l'on nomme plus généralement le stress. Le cerveau va répondre à cette saturation émotionnelle par un ordre réflexe de sanglage musculaire et ligamentaire, qui s'exerce en premier sur tous les tâches cervico-dorsales, nuque, trapèze et omoplate, et génère des crispations des paravertébraux et des muscles profonds. Cet état de contraction prolongée met le feu aux poudres et déclenche progressivement l'inflammation de tous nos foyers latents de fragilité. Ce réflexe crispatoire est d'autant plus préjudiciable quand il s'exerce dès l'enfance et perdure sur des années. Il prolonge ainsi une pression délétère sur les articulations vertébrales et conduit à l'enraidissement, symptomatique d'un début de calcification. Si ce processus n'est pas mis en lumière et réfréné, ces calcifications risquent de se transformer en ostéophytes et conduire à une arthrose précoce doublée d'une inflammation chronique sur des jeunes gens d'à peine 30 ans. Et je vous assure que j'ai vu de nombreux dos de jeunes vieux. À noter cependant que l'intensité de cette tension musculaire réflexe n'est pas toujours, comme on pourrait le penser, proportionnelle à l'importance de la charge mentale ou au tourment, mais bien à la nature profonde du terrain émotionnel de l'individu. La tension musculaire réflexe est d'autant plus redoutable que ses conséquences sur l'organisme et la colonne sont insoupçonnées. Je ne manquerai pas d'évoquer dans un prochain épisode les aides thérapeutiques auxquelles on peut faire appel pour la solutionner ou du moins la maîtriser. Le second facteur, la tension musculaire posturale ou d'effort, est un peu l'alter ego de la première, mais présente toutefois deux différences primordiales. Il est en effet beaucoup plus aisé de la constater et de la quantifier. Cette tension est plus visible, moins insidieuse que la précédente, et de ce fait plus facilement résorbable. Et contrairement à la première, elle répond à un ordre nerveux fonctionnel et non pas à un réflexe émotionnel.
À la source de cette tension, on recense des efforts musculaires excessifs ou de mauvaises postures répétées, de jour, mais aussi de nuit, pendant notre sommeil. Je citerai principalement les contraintes dues à des efforts et postures professionnelles, les équipements inadaptés, les mauvaises postures modernes et les mauvaises positions de couchage. Il existe en effet des postures modernes qui sont un véritable fléau quotidien pour nos colonnes. Les métiers de bureau, par exemple, qui impliquent d'être assis toute la journée devant un ordinateur, sont tout autant affligeants pour les dos que le sont des métiers ultra-physiques comme ceux du BTP. Mais il en va de même pour le smartphone. La position de la tête projetée en avant, chère à nos adolescents, mais également à nombre d'adultes, implique un angle d'inclinaison tel qu'il augmente le poids de la tête, d'ordinaire équivalent à environ 5 kg, jusqu'à 30 kg de pression. Cette posture occasionne une accentuation de la traction musculaire en charnière atlanto-occipitale et cervico-dorsale, c'est-à-dire de la base du crâne jusqu'à la naissance du buste et des épaules, créant ainsi une souffrance articulaire prolongée, à même d'entraîner la dégradation et l'enraidissement précoce de cet étage vertébral. Certains adolescents présentent dès 15 ans une proéminence des épineuses très reconnaissable à la base de la nuque. Cette accentuation morphologique n'est pas seulement esthétique. Elle pourra nourrir très tôt foule de symptômes ou désagréments comme des cervicalgies, des maux de tête, des fragilités de gorge, de sinus, mais également des douleurs d'épaule, des fourmillements de mains, voire même des syndromes thyroïdiens, et j'en passe. Symptômes qui ne sont pas toujours reliés à la dégradation posturale de leur colonne vertébrale. D'autres problématiques courantes trouvent leur origine durant notre sommeil. Pendant la nuit, une nuque mal maintenue sur un oreiller inadapté, ainsi qu'une mauvaise posture comme le plat-ventre, sont susceptibles d'engendrer un autre type de souffrance articulaire qui générera lui aussi son lot de maux quotidiens tels que migraines, vertiges, bracalgie, tension maxillaire, troubles ORL, etc. Je vous consacrerai bien évidemment un épisode sur le sujet. En attendant, vous trouverez en lien mes conseils pour un couchage plus adapté sur le site internet de Spin Dynamique que je vous invite à consulter. À propos de ces deux types de tensions musculaires, j'ajouterai qu'elles peuvent aussi s'additionner dans certains cas. Et oui, comme vous pouvez l'imaginer, cette combinaison gagnante, pour les personnes qui la présentent, double les chances de gros lots, soit l'arthrose en un mot. Pour conclure à ce sujet, j'aimerais évoquer avec vous le postulat du docteur canadien Jan Polak qui pratique la myothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le massage. Parmi ses ouvrages sur le sujet, je citerai surtout celui-ci. L'arthrose n'est rien, le muscle est tout, dans lequel il démontre que la pression musculaire accentuée sur les articulations constitue en effet un facteur premier d'arthrose. Je peux dire que j'en suis le témoin au quotidien. Le troisième facteur, c'est sans aucun doute le manque de mobilité et d'étirement. La mobilité, c'est la base de toute vie sur Terre. C'est aussi la base du bien-être articulaire. Or, nos dos occidentaux souffrent d'un manque crucial de mobilité. Comme je l'évoquais auparavant, l'enraidissement nous gagne beaucoup trop jeunes. Mobiliser, muscler, étirer, des triplés clés résolument inséparables. Or, on pense à muscler, oui, on contracte, mais on fait très peu d'exercices de mobilité et surtout, on n'étire jamais. La majorité des personnes, principalement les jeunes, sollicitent les muscles d'apparence, mais oublient les profonds, moins flatteurs, mais pourtant essentiels à notre résistance. Le gainage parfait, dont tout le monde nous parle tant, assure en effet dans l'idéal un soutien primordial de la colonne vertébrale et de sa dynamique. Mais attention, il s'accompagne inévitablement d'étirements. Il ne suffit pas de faire son footing ou de pratiquer le crossfit pour être en bonne condition physique et pour préserver son dos. Sachez que des muscles trop contractés, sans étirement complémentaire,
sont un véritable couteau à double tranchant. Loin de vous assurer le gainage protecteur recherché, ils deviennent des muscles oppresseurs, capables d'infliger des souffrances articulaires chroniques et conduisent à développer l'inflammation et l'arthrose précoce. Pour quelle raison ? Parce que la tension exacerbée des muscles profonds, notamment les muscles rachidiens, provoque un serrage prolongé de chaque articulation vertébrale, ce qui réduit son ouverture, altère la transmission de l'ordre nerveux et l'empêche d'être pleinement alimenté en apport sanguin. Les massifs articulaires oppressés, sur une durée de plusieurs années, se rapprochent et commencent à fusionner. Semblables à des points de colle, les premières ostéophytes, prémices de l'arthrose, apparaissent. C'est pourquoi la mobilité et l'étirement, au même titre qu'une alimentation saine et équilibrée, sont des fondamentaux de bonne santé. L'étirement doit être pratiqué comme une respiration de plusieurs secondes qui ponctue la journée. Mais je reviendrai bien entendu sur ce sujet essentiel qui est un de mes sujets de prédilection. En attendant, je vous propose de modéliser nos amis félins, les rois incontestés de la mobilité articulaire. Le quatrième facteur évoqué, c'est l'alimentation, qui entre aussi dans cette fameuse danse d'influence. Un grand et vaste sujet. Faute de pouvoir le développer ici, je voudrais juste citer les excès de nourriture qui sont aussi préjudiciables pour notre dos, à savoir les produits laitiers, la viande rouge et le sucre. Les produits laitiers, comme n'a cessé de le répéter mon père pendant plus de 30 ans, ne sont pas nos meilleurs amis. Vous remarquerez d'ailleurs que depuis une quinzaine d'années, au même titre que le gluten, les arguments résonnent en écho sur ce sujet. Ils encrassent et irritent nos artères et nos viscères, saturent et calcifient les contours de nos os, sans pour autant les densifier de l'intérieur, comme on nous l'avait pourtant assuré jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout un calcium de croissance et que notre métabolisme n'est pas fait pour en absorber en excès a posteriori. Sachons limiter notre consommation de lait et de fromage, en priorité des produits laitiers industriels transformés et allergènes. Privilégions plutôt de temps en temps, et non pas à chaque repas, quelques bons fromages fermiers, de chèvre ou de brebis, ou bien encore de vaches, nourris exclusivement à l'herbe ou au fourrage. Il en est de même pour l'excès de viande rouge, qui favorise entre autres la prolifération précoce des ostéophytes et la calcification de la colonne, d'autant plus quand il est combiné à celui des produits laitiers. Quant au sucre transformé, je pense que l'on commence seulement à déceler l'océan de ses effets de toxicité et de dépendance sur le corps tout entier. Venons-en maintenant au cinquième facteur. C'est à mon sens la méconnaissance de la colonne vertébrale et de son champ d'action. Parce que cette carence d'information entre implicitement dans notre quotidien et accentue l'impact des 3 premiers facteurs, à savoir les tensions musculaires réflexes et posturales, ainsi que le manque crucial d'étirement et de mobilité, produisant ainsi la répétition d'un cercle d'ignorance vicieuse. On est tous surinformés des gestes non indispensables et cruellement désinformés des gestes, exercices ou pratiques de base qui nous permettraient de se préserver et d'éviter des crises au quotidien. Enfin, en 6e et dernier facteur, je classerai la génétique, que je ne conçois pas comme un facteur capital dans la majorité des cas. Et pourquoi ? Bien évidemment, nous allons devoir composer avec notre héritage biologique, ses atouts et ses faiblesses, notre morphologie, notre terrain émotionnel, nos antécédents familiaux et transgénérationnels. Tout cela nous prédispose, certes, mais ne nous détermine pas. Les récentes découvertes en épigénétique ont prouvé que nous ne sommes pas uniquement le produit de nos gènes, mais plutôt le reflet de l'expression de ces mêmes gènes. Il faut savoir que de nombreux facteurs ont une influence sur nos gènes. Certains d'entre eux peuvent les stimuler et d'autres les inhiber. Ces facteurs d'influence principaux sont le mode de vie, l'environnement, nos interactions sociales, mais aussi notre alimentation, le stress, les toxines et surtout le pouvoir de notre pensée. L'épigénétique a ouvert la porte
sur un champ de possibilités extraordinaires, en démontrant que nous pouvons potentiellement diriger notre évolution personnelle par nos pensées, nos choix et notre volonté pour influencer notre héritage génétique. Nous avons ainsi le pouvoir de transformer l'expression de nos gènes tout au long de notre vie, et ces modifications peuvent être transmises à nos enfants. Certes, nous ne changeons pas le génome par la pensée, mais nous pouvons changer son expression. Notre code génétique est un peu semblable à une partition de musique qui est écrite à notre naissance. Les notes ne changent pas, mais nous avons le loisir de l'interpréter de toutes les manières que nous souhaitons au cours de notre vie, sur plusieurs gammes et instruments, en modifiant les temps, le rythme et le style. Ces différentes interprétations constituent une nouvelle voie d'expression, mais aussi d'amélioration, susceptible de modifier la mélodie qui sera transmise à nos descendants. Rien n'est strictement défini. Tout est modifiable en fonction de notre détermination et de notre positionnement. La colonne nous offre aussi la possibilité de réaccorder son clavier afin d'interpréter notre partition de santé dans les meilleures conditions. En parlant de musique, savez-vous que chaque colonne peut aussi s'exprimer par la voix? Non, je ne plaisante pas. Il ne s'agit pas d'une analogie. Chaque articulation, lorsqu'elle est ouverte et décomprimée, libère une bulle de gaz carbonique nommée cavitation gazeuse, qui produit une légère sonorité. Or, le réalignement vertébral est la seule méthode qui permet de révéler la voix des vertèbres et produire une libération de leur vocalise à la suite, ce qui ressemble à une forme de chant vertébral et non pas à des craquements. À l'instar de notre empreinte vocale, le timbre vertébral est très personnel et représentatif non seulement de son caractère, mais aussi et surtout de son état. Si les plus calcifiées de nos colonnes sont quasi muettes, chevrotantes ou bien très enrouées, celles qui ont la chance d'être bien articulées laissent éclater une sonorité beaucoup plus claire et résonante. Petite question de conclusion. Croyez-vous que si l'on auditionne votre colonne, elle aura des chances de se distinguer par son vibrato? Ou la pressentez-vous plutôt du genre caverneuse? Ou juste avec un petit brin de trébolo? Cet épisode vous a plu et vous avez hâte d'écouter les prochains? Alors, c'est le moment de vous abonner à la chronique de Spin Dynamique. Vos commentaires et encouragements étoilés sont évidemment les bienvenus, ainsi que vos questions et autres suggestions. Et enfin, je vous donne rendez-vous avec une folle impatience pour un prochain moment d'intimité avec vos vertèbres. En commentaire, vous trouverez tous les liens utiles pour suivre Spin Dynamique sur le web et les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Spin à mon vôtre!